Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 109. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Le jour que je vous enregistre cet épisode, cette introduction en fait, on est lundi et je viens de passer un des plus magnifiques week-ends avec mon mari parce que bon, on a la chance ici d'avoir ma mère qui habite pas très très loin et qui adore notre fille et elle a offert, dans le fond, de la prendre pour la soirée. Et puis ensuite, on allait souper chez elle le lendemain. Fait que ça faisait qu'on avait aussi une journée quand même assez complète à passer ensemble, mon mari et moi. Chose que si vous êtes parents, vous savez que c'est des moments rares, surtout si vous êtes des parents de jeunes enfants qui ont beaucoup de besoins d'attention. Et on a fait des activités qu'on faisait jamais, comme on est allé au théâtre. Puis après ça, on est allé au resto, mais tu sais, un petit resto, là, pas un gros resto 5 étoiles ou des choses comme ça, là, vraiment un petit resto dans un coin. Puis après ça, ben, le matin du lendemain, on est allé prendre une marche, puis on a déjeuné, puis on a parlé, puis on a pris un café, puis on regardait pas l'heure, puis c'était juste tellement magnifique. Et je me sentais tellement bien, et même que j'ai, même au niveau de... Je réfléchissais justement à cette idée de se sentir bien et de cette idée d'avoir des plaisirs comme ça qui nous ouvrent l'esprit vers... Puis là, je veux pas utiliser le mot abondance parce qu'il est tellement surutilisé, mais vraiment juste comme... Puis c'est pas non plus de la gratitude, c'est vraiment... Je me sens bien, les choses vont bien, je peux en ce moment profiter de l'instant et d'avoir des plaisirs, d'avoir des moments où je peux juste réfléchir à comment je me sens, comment mes sens se ressentent. Ça a l'air d'un pléonasme de le dire comme ça, mais je veux vraiment mettre l'accent sur les sens. Ça m'a permis vraiment de changer le schème de réalité dans lequel j'évoluais. Et la raison pourquoi je parle de ça en introduction, c'est qu'aujourd'hui, avec mon invitée qui est Rodi Lamour, et je vais vous parler un petit peu plus d'elle avant que on commence l'entrevue, c'est que on va parler de vêtements, on va parler de style, on va parler de cette image qu'on reçoit de soi et dans le type de plaisir d'essence qu'on peut recevoir, hein, bien souvent, on considère que c'est des choses qui sont parfois superficielles, hein, que ce soit aller s'acheter une crème glacée ou se vêtir de vêtements qui se sentent bien sur notre peau ou qu'on sent bien sur notre corps ou que notre corps se sent bien en les portant ou même juste des couleurs qu'on aime regarder. Des fois, c'est relégué au monde du superficiel alors que ma théorie, du moins, ou mon expérience, c'est que, au contraire, c'est tellement central à comment à l'énergie qu'on va faire ressortir de soi, mais aussi à comment on va se présenter, se porter dans le monde et même parfois même communiquer. Et j'ai eu une expérience comme ça il y a pas si longtemps où je suis allée faire du magasinage, je suis allée m'acheter des nouveaux vêtements justement parce que j'avais besoin de ressentir ce nouveau contact avec mon corps et même que là, je suis en train de refaire aussi la déco de ma chambre parce que notre environnement, les choses qu'on porte, les objets qui sont autour de nous influencent notre perception de nous-mêmes et de ce qui est possible pour nous aussi. Bon, là, j'ai fait une tangente. La raison, c'est que aujourd'hui, dans l'épisode avec Rodi, on va parler de pourquoi les vêtements, le style, l'image, la marque, tout ça sont reliés et sont reliés aussi à notre histoire personnelle et à la façon dont on se construit
hein, comme on construit des identités qui sont parfois éloignées de qui on est vraiment et idéalement en cohérence avec qui on est. Alors, pourquoi j'ai invité Roddy? Je la connais depuis quelque temps et puis j'ai eu le privilège aussi que Roddy ait fait partie de Money Brand il y a quelque temps. Alors, Roddy, ce qui est intéressant avec son parcours, c'est que c'est une femme extrêmement talentueuse. Hein? La façon dont elle se décrit, c'est plus comme une consultante en images, mais elle est aussi conférencière internationale. Sa spécialité, c'est de mettre en valeur le caractère authentique de l'identité de ses clientes et la portée positive sur leur vie personnelle et professionnelle. Hein? Puis là, on voit à quel point c'est beaucoup en lien avec ma philosophie de l'entrepreneuriat aussi, qui est comme, c'est un tout, hein? On met pas les choses dans des petites boîtes. Donc, Roddy est diplômée du Fashion Institute of Technology, State University of New York, FIT. Son passage à Image Colors Resources of New York, IRCNI, marque quant à lui ses études en couleur. Donc, Roddy est vraiment spécialisée avec la couleur. Ayant elle-même œuvré dans le monde corporatif comme ingénieure en télécommunications à l'international, en plus de son expérience en images corporatives, en transmission de connaissances et ses apparitions multiples sur les petits et grands écrans, Madame Lamour connaît les enjeux de communication du milieu et comment y faire face. C'est ça qui lui permet d'avancer sa méthode évolutive par le style, les 3 A qui sont accepter, apprendre et assumer. Après plusieurs années de carrière en République dominicaine, en 2018 au Canada, elle crée Roddy Lamour Inc. où elle publie son premier ouvrage Amour et style, un couple gagnant, en français, espagnol et en anglais. Hein? C'est pas génial, ça? En 2021, elle publie Les 7 secrets de Roddy. Elle est membre active de l'AICI, qui est l'Association of Image Consultants International, du CRSC, Color Research Society of Canada, de la Grappe métropolitaine de la mode et du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Alors, comme vous voyez, je vous mets aussi les liens dans cet épisode vers les pages et les réseaux sociaux de Roddy parce que c'est une femme toute en couleur, mais aussi qui a de magnifiques histoires à raconter. Donc, on commence avec celle qu'on va peut-être, que vous allez peut-être découvrir ici sur le podcast. Autrement, je vous encourage vraiment fortement à réfléchir justement à cette place que vous laissez aux vêtements et probablement à votre appréciation de qui vous êtes via votre image en préparation à cet épisode. Salut Roddy, comment ça va aujourd'hui? Salut Tatiana, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. Je suis trop contente de t'avoir de l'autre côté du micro, de l'autre côté de l'écran, parce que, bon, on est capable de se voir aussi. Et ça fait longtemps que, bon, on se connaît, j'ai l'impression, même si on a travaillé récemment plus en contact, mais ça fait longtemps que je suis tes contenus, puis je suis contente, dans le fond, d'avoir une conversation sur ton expertise aujourd'hui, puis vraiment ce qui fait de toi une professionnelle particulièrement unique. Oh, merci Tatiana. Et moi, c'est vraiment un plaisir qu'aujourd'hui, nous arrivions à être sur ton podcast, puisque nous avons un cheminement, je peux dire, plus ou moins long, parce que c'est déjà plusieurs années. On approche là des 4 ans. donc, quand ça arrive qu'on puisse collaborer, je sais que, oh oui, ça c'est super. Donc, je suis très contente. Nice. OK, ben, je vais te poser la petite question brise-glace que je commence souvent avec mes invités, puis surtout toi qui es quand même assez impliqué dans tout ce qui est empowerment des femmes puis entrepreneuriat, tu sais. C'est quoi pour toi l'ambition? Pour moi, l'ambition, c'est cette capacité que nous avons de désirer quelque chose qui apparemment a l'air qui ne va pas avec nous ou avec notre ligne naturelle. Pour moi, c'est ça une ambition. Donc, c'est pourquoi des fois, quand quelqu'un me dit qu'une autre est ambitieuse, j'aime aller voir d'abord de quoi il s'agit. Parce que des fois, si c'est un besoin basique, par exemple, pour moi, je ne le vois pas comme une ambition. La personne a droit à cela. Mais par contre, c'est quand on sort de ce qui a l'air normal, de ce qui a l'air légitime, et puis qu'on veut aller plus loin.
Pour moi, c'est ça va être un challenge. Pour moi, c'est ça l'ambition. C'est quelque chose qui nous étend, hein? Expansion, genre dans l'expansion du soi. Peu importe comment on le définit. Exactement. C'est ça qui va nous challenger aussi à quelque part parce qu'on veut l'atteindre, mais il faut faire aussi d'autres... il faut mettre des affaires en place pour y arriver. Magnifique. Merci. Je suis quand même... Je trouve ça tout le temps intéressant d'entendre les définitions des gens parce que des fois, ça va avoir un lien avec vraiment des choses qu'on atteint ou des objectifs qu'on se met, mais il y a beaucoup de l'être, hein, de savoir-être, de devenir, de la personne qu'on devient aussi par rapport à cette ambition. Puis je pense que c'est ça que j'entends beaucoup dans ce que tu dis. Exactement, parce que je peux dire que souvent, quand on dit ambition, pour le moins dans ma culture, dans des différents milieux, des fois, je remarque qu'on veut faire du mot ambition comme quelque chose de négatif. Tandis que, disons, selon ma vision, je ne le vois pas ainsi parce que c'est quelque chose qui va nous faire bouger, donc c'est positif. Pour le moins, je le vois ainsi. Donc, si quelqu'un me dira, et toi, t'es ambitieuse, moi, je vais être fière. Ouais, c'est ça. Alors que ça pourrait être vu comme quelque chose de t'es hautaine ou t'essayes de différencier de nous ou de... Oui, je comprends. Puis, ça mène justement, je pense, à pas mal discuter un peu de ton histoire parce qu'une de mes premières questions que je voulais te poser, c'est comment a commencé ton histoire d'amour avec la mode? Parce que, tu sais, toi, t'es une personne qui fait énormément de choses ou qui a fait énormément de choses dans sa vie puis qui a eu un parcours très riche en expérience puis en expertise. Puis comment ça s'est fait le déclic que pour toi, t'allais travailler avec la mode? Bon, voici, Tatiana, cette question nous envoie bien loin. Hein? Je vais pas dire l'âge nécessairement, mais ça a débuté depuis mon enfance. Donc, moi, comme j'étais petite, je n'ai pas eu une bonne santé, Tatiana, au début. Donc, j'étais très chétive. Donc, j'étais super mince. Peut-être que je n'étais pas dans la normale. Ça veut dire que dans l'average, la courbe de croissance, là, comme de tous les petits pays de cette époque. Et puis moi, je suis une Haïtienne, donc je viens de la deuxième ville d'Haïti, le Cap-Haïtien. Donc probablement, il n'y avait pas tous les types de vêtements pour tous les petits enfants, avec toutes les conditions spéciales. Donc moi, ma mère, c'est une infirmière. Donc, il y a eu aussi une certaine pression sur ma mère, quand je disais que j'étais trop chétive et puis les vêtements étaient un peu grands pour moi. Donc, c'est là qu'elle a décidé d'apprendre à coudre parce que ma mère, elle est une infirmière, elle travaillait dans des centres de santé à l'hôpital. C'est ça la vie de ma mère quand j'étais petite. Et c'est ainsi qu'elle a décidé d'apprendre à coudre pour me faire des vêtements ou bien pour me les ajuster. Donc, la décoration est rentrée très tôt dans ma vie. Donc, quand ma mère, elle a eu à apprendre à coudre, mais puisque j'ai appris à lire tôt, parce que j'avais un cousin plus grand à la maison, donc moi, quand lui, il apprenait, moi, on apprend, les enfants, on apprend aussi quand on est là. Et c'est ainsi que j'ai appris à lire plus tôt que ma classe, avant d'arriver à ma classe de lecture. Donc, ceci m'a permis d'aller dans les livres de ma mère, de comprendre qu'il y avait des formes de visage, des types de cols, des types de tissus. Donc, c'est ainsi que je suis rentrée dans la mode de cette façon-là, par curiosité pour aller dans les livres de ma mère. Mais ce qui m'a permis de voir que dans la mode, je ne voulais pas être couturière, je ne voulais pas être designer. C'est parce que j'avais vécu moi-même le bien-être par mes vêtements, par mes nouveaux vêtements ajustés. Je sais ce que ça veut dire se sentir bien dans un bon morceau et je sais aussi ce que ça veut dire être inconfortable. Tu as vécu les deux expériences. Oui, je les ai vécues et j'ai aussi été attirée par les classes en Haïti. Parce que quand j'étais petite, chez moi, il y avait des servantes, donc des femmes de ménage. Il n'y avait pas de machine à laver à ce temps-là. Il y avait la lessiveuse, la cuisinière. Donc, j'ai grandi avec une ambiance où on avait ces trois femmes-là dans la maison. Tatiana, il y a aussi la réalité que je ne comprenais pas. Pourquoi ces femmes-là ne s'habillaient pas comme ma mère, comme ma tante? Pourquoi il y avait ce distinguo que je ne comprenais pas, moi, comme un enfant,
pourquoi ces femmes ne se voient, pourquoi par exemple une femme peut avoir un vêtement avec un trou, or ma mère ne porte pas un vêtement avec un trou, pourquoi elle a d'autres sandales, pas comme ma mère, pourquoi elle n'a pas de bijoux, comme je comprenais pas bien. Et là, j'ai décidé à les changer. Et j'ai commencé à les habiller, j'ai commencé à les changer parce qu'un enfant ne comprend pas les classes, un enfant ne comprend pas de réalité économique. Donc, moi, je demandais des affaires à ma mère, puis je les changeais. Quand cette femme-là allait à un mariage ou bien allait dans des réunions d'école de leurs enfants, je les changeais. Donc, c'est ainsi que j'ai pu voir comment la personne, je peux la voir même si elle n'est pas bien chic, je peux l'imaginer si je la change, comment elle deviendrait. Et puis, il fallait voir ça, Tatiana, l'attitude de ces femmes de ménage de chez moi, la cuisinière de chez moi, je la changeais. Il fallait la voir et elle devenait chic, pas de différence avec ma famille. Ça m'avait attiré beaucoup, le pouvoir des vêtements. Et c'est ainsi que j'ai eu ma connexion de ce côté-là, avec les effets sur nous. Et l'autre aspect aussi, c'est que mon père, lui, faisait le développement personnel pour des jeunes. Donc, c'est là qu'il y a eu cette combinaison de mode et de développement personnel, mais plus axé sur la personne au lieu d'être axé sur, comme une fashion blogger, par exemple. Les modes ou les trends ou les choses comme ça. C'était pas ça le but. Oui, je vais pas te dire, écoute, Tatiana, tu sais, moi, mes lunettes, là, moi, c'est pas... je pense qu'on va jamais me trouver là parce que je ne vis pas avec ça. C'est magnifique. Puis, ce que j'entends aussi dans ton histoire, c'est que il y a une grande dimension de l'amour, hein? Ta mère qui voulait que tu te sentes bien, toi qui voulais que les autres femmes qui travaillaient chez toi se sentent bien aussi. Tu sais, il y a ce partage très pur et plein d'amour, j'ai l'impression, dans la manipulation des vêtements ou du moins du style. Mais oui, parce que tu sais, quand il y a ces femmes-là, tu leur mets leur rouge à lèvres et elles se sentent comme n'importe qui. Elles ne se sentent pas comme elles travaillent chez quelqu'un. Et travailler chez quelqu'un, c'est mieux que demander. Mais pourquoi être à part parce qu'on travaille chez quelqu'un? C'est ça qui me dérangeait dans l'affaire. Je comprends. Oui. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de ces femmes-là parce que j'ai changé de pays, j'ai vécu en République dominicaine, j'ai vécu aux États-Unis, je suis ici au Canada, je suis au Québec plus précisément. Je n'ai pas cette réalité, mais par contre, le besoin de s'affirmer, le besoin de dire ce qu'on est, ce qu'on aime est présent dans chaque personne. J'adore. Puis pourtant, il y a eu un genre de détour entre ton enfance où il y avait cette présence très forte de la mode développement personnel, puis après ça, vraiment, j'ai l'impression assumer ce métier-là. Comment ça s'est déroulé pour toi aussi, peut-être? Est-ce que tu sentais qu'il y avait peut-être un jugement sur les femmes qui travaillent en mode ou, tu sais, parce que t'es devenue ingénieure, si je me trompe pas? Ah, Tatiana, mais la vie a ses courbes. La vie a des courbes, des courbes. Et comme tu le sais, c'est que mon pays, Haïti, c'est un pays à histoire difficile. Économiquement difficile, socialement difficile. C'est beaucoup de choses difficiles. Je peux dire que de toutes ces difficultés-là, je reçois humblement le fait d'être une personne adaptable. Je peux m'adapter facilement. Mais c'est pas parce que c'est naturel que quelqu'un devrait être si adaptable, mais quand tu vis dans un milieu trop difficile, tu le deviens. Donc, moi, quand je vivais en Haïti, j'ai pu exploiter ce pays de toutes les façons que j'ai pu. J'ai eu des professeurs de musique, j'ai pu avoir mes professeurs de peinture, même quand j'avais pas toujours tous les tubes, mais ça m'a permis de développer mon talent beaucoup plus par le manque de matériel, par exemple. Donc, moi, j'ai eu une enfance et une adolescence artistique. Et je pensais que j'aurais pu vivre comme ça jusqu'à ce que j'ai atteint 17 ans. Donc, moi, j'ai vécu, je peux dire... c'est comme une Alice au pays des merveilles. L'insouciance de l'enfant. Oui, moi, j'ai vécu ainsi pendant longtemps.
j'ai vécu sachant que je pouvais tout ce que je voulais, que je pouvais faire tout ce que je voulais, que je pouvais aimer n'importe quoi. J'ai grandi sans barrière mentale. Mhm. J'ai jamais eu de restrictions. Je veux faire telle chose, je vais chercher comment y arriver, puis ça se fait. Mais Tatiana, ceci, c'est jusqu'à 17 ans. C'est là que mes parents, ils ont dit qu'il fallait choisir les carrières. C'est là que, et moi, je dis, moi, je veux jouer au piano professionnel. Uh-huh. Mais pas du tout. Non, 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 tu peux pas aller là. Bon, et je dis, mais moi, je veux être mannequin professionnel. Non, pas du tout, pas aller là. Et je veux étudier la mode. Non, pas du tout, peux pas aller là. En fait, tout ce que je disais, je proposais comme étude, c'est tout ce que eux ils ne voulaient pas. Parce que Hmm. c'est là qu'ils commencent à me dire que, premièrement, tu es Rodi Lamour, t'es pas Rodi je ne sais qui, t'as pas un nom qui sonne argent dès que t'arrives. T'es Mhm. comme, du point de vue économique, donc un impact, là, que j'ai pas ça, moi non plus. Et puis, il disait que je devais, dans les arts, c'est plus difficile de gagner sa Mhm. vie, donc je devais Mhm. aller dans quelque chose de formel. Mais la vie aidant, j'ai aussi des habiletés en sciences et des habiletés en lettres. Donc, Mhm. moi, en mathématiques, c'est correct. En physique, c'est super correct. Biologie, chimie, je te fais ça pareil, Tatiana. Donc, je pense que les gens ici, on les appelle ambivalents quand on peut faire les deux. Quand on peut faire et les lettres et les sciences. Ouais, tu sembles être une personne très douée, en tout cas. En tout cas, c'est ça la vie. Mais c'est, quand on n'est pas dans un pays encadré, ça devient un problème, Tatiana. Mhm. Peut-être si j'étais ici ou bien si j'étais en France ou bien je ne sais pas dans quel pays plus développé, ces habilités-là auraient pu être plus canalisées au lieu que ce soit comme un problème. Donc là, c'est ainsi que mes parents, ils ont dit que je devais utiliser quelque chose de formel et quelque chose de traditionnel. Et c'est ainsi que je suis Mhm. devenue ingénieure. Wow. Mais là, t'es revenu dans tes premiers amours qui sont beaucoup plus artistiques, justement, qui est comme ta, ta signature, ton énergie. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ah, j'adore ton histoire, puis sérieusement, bon, t'es une multipotentielle peut-être, mais en tout cas, t'as cette, je pense que tout ce que tu fais, là, ça va avoir, c'est pas pour te flatter dans le sens du poil ou quoi, mais tu sembles réussir dans ce que tu fais, mais c'est pas juste une question de talent, mais vraiment aussi de ton attitude par rapport à ce que tu apprends. Il me semble que tu es quelqu'un qui a quand même beaucoup de curiosité, puis qui est Ah, prête à... je comprends, je comprends. Et c'est ça qui a expliqué ma carrière d'ingénieur. Parce que aussi, je suis responsable de ce que je vais faire. Parce C'est que la ça. carrière d'ingénieur, je l'ai fait en télécommunication. Je suis responsable. Si on me donne, si j'ai un poste, je vais le faire. Et aussi, Tatiana, ma spécialité, c'était de travailler avec les problèmes. C'est ça Mhm. que moi, j'avais Mhm. aimé. C'est dans... ça veut dire que quand il y a un problème, on n'arrive pas à trouver pourquoi. Moi, je vais prendre mon temps pour le trouver et je vais y arriver. Ne t'en fais pas, Tatiana, je vais arriver à le trouver. Comme, je ne sais pas si c'est, plutôt aussi, je suis analytique. Mhm. Ouais, Analytique ouais. pratique, ok? J'arrive pas dans le paralysis, là, mais je suis très analytique, donc je vais étudier les comportements, je vais comprendre pourquoi et j'ai travaillé dans des aéroports. Donc, je vais toujours voir quel était le comportement avant, quel est le comportement après, qu'est-ce qui a changé. Donc, dans Ouais. ça, cet aspect-là, c'est toujours là, même Ouais. si c'était dans le génie. Et aussi, dans ce génie-là, je présentais toujours des conférences, Tatiana. J'ai toujours, pré- Mhm. Mhm. j'ai toujours Ouais. présenté des conférences dans le génie. J'étais comme une ingénieure aussi sociable. J'avais l'autre aspect. Je faisais des formations. J'étais formatrice dans le génie aussi. Ouais. L'unique aspect que je n'ai jamais travaillé comme ingénieure, c'est la vente. Mais je fais les projets, je fais les conférences, je suis dans les médias aussi pour les produits et les services de génie. Je faisais toutes ces choses-là. Mais avec Ouais, celle-là. t'es Mhm. la personne aux mille et une carrières, ça. Les mille et un talents. Quand je lis tes bios, quand je lis tes pages, je suis comme, wow, elle a fait ça aussi, elle a écrit un livre, elle a fait du mannequinat, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui nous écoutent, on pourra pas penser à travers toute ta vie parce qu'il y a tellement d'anecdotes, j'en suis sûre, mais c'est comme, aller découvrir la vie de Rodi sur son site web ou quelque chose parce que c'est fascinant. Je Ouais. voulais faire un lien justement entre euh,
tu sais, puis là, tu nous as parlé de cette belle anecdote de ton enfance où est-ce que tu disais, bon, c'est vraiment une façon de se sentir, hein, les vêtements puis le style. Puis là, je pense qu'il y a peut-être une distinction, je sais pas, peut-être il y en a une, peut-être il y en a pas, entre mode et style pour toi. Est-ce que c'est la même chose? Tu les prends ensemble, puis comment, quand tu travailles avec tes clients, qu'est-ce que tu travailles spécifiquement? Tu sais, tu travailles, quand on parle de stylisme ou de style, toi, pourquoi tu le vois selon quels aspects? Moi, voici. Pour moi, je peux dire que la mode, elle est vaste. La mode, je peux dire que c'est le nom de famille, OK? Si c'était une personne, Ouais. mode, ce serait le nom de famille. C'est grand. Et chaque branche de la mode, ce serait le prénom. Donc, on va toujours trouver beaucoup de choses mode, mais ça va avoir à chaque fois un aspect. Donc, dans la mode, il va avoir le merchandising, où on va être très focus dans la vente, la vitrine, on va avoir le visuel, comment on met tout en magasin, tout ça. On va avoir dans la mode, on va avoir l'histoire de la mode, la littérature mode, où ils sont comme des historiens, mais ils sont seulement dans la mode de 1900, de 1800, d'où ça vient et tout. Mais il va avoir celle qui est comme moi, qui est consultante en image, qui va travailler avec quelqu'un directement, qui va travailler avec un objectif réel de comment la personne elle est faite pour de vrai et comment cette personne-là elle se conçoit et où est cette personne-là ou dans son contexte. Tandis qu'on va aussi l'autre aspect qui est le stylisme, qui est plus focus sur une projection, mais plutôt monétaire, plutôt business. Même si un morceau ne va pas avec la personne, c'est pas son problème parce que c'est de prendre la personne et la mettre wow, même si son cœur n'y est pas. J'adore. Le stylisme. Et si on a fait un travail de stylisme et puis ça n'a pas créé un wow sur celui qui regarde ce travail-là, on peut dire qu'on est passé un peu à côté. Je comprends. Le styliste, c'est celui qui a la vision, tandis que toi, comme consultante en image, puis je m'excuse de peut-être t'avoir appelé styliste, mais comme consultante en image, toi, vraiment, tu vas aller chercher l'essence de la personne, puis comment elle veut se présenter. Puis j'ai l'impression que c'est là que toi et moi, on se rejoint beaucoup, parce que moi, je travaille en image de marque beaucoup, mais c'est vraiment cette notion de positionnement dans le grand univers de la mode ou dans le grand territoire de la mode. Toi, c'est comment est-ce que la personne, elle, veut se positionner, se perçoit et a le plus de potentiel d'être d'être à l'aise dans cet environnement. Son rythme d'évolution. C'est comme toi, Tatiana, puisque nous avons déjà travaillé ensemble, chaque personne qui est dans le programme a un rythme. Et on n'arrive pas au même niveau et on ne va pas repartir au même niveau non plus. C'est parce que chaque personne a son rythme et son processus. Donc, moi, je vais voir qu'est-ce que cette personne-là, quelles sont ses possibilités quand on parle physiquement, quelles sont les possibilités. Par exemple, quelqu'un qui mesure, j'aime utiliser les mesures, l'ingénieur n'est jamais parti. Donc, quelqu'un qui mesure 5 pieds 5 et quelqu'un qui mesure 6 pieds 10 n'auront pas les mêmes besoins en longueur de vêtements. Ceci, on s'entend. Par contre, les personnes aussi, c'est pas parce qu'elles mesurent telle taille ou bien telle grandeur que cette personne-là est casée. Il faut voir que je pourrais pas lui dire parce que tu mesures 5 pieds 5, tu dois, t'es supposé. Non, cette personne-là peut ne pas avoir ce même esprit-là. Donc, on peut pas faire du copier-coller avec les gens parce qu'il y a les sentiments. Est-ce que la personne est prête? C'est pourquoi, quand je travaille avec quelqu'un, le résultat peut ne pas se voir tout de suite. Des fois, je peux attendre 1 an pour voir une cliente porter ses couleurs. Je peux attendre 2 ans pour voir une cliente aller faire son cours de locution. Si j'avais remarqué qu'elle ne parlait pas bien. Parce que ça prend quelque chose à l'intérieur de soi, même si la personne m'avait cherché pour entrer dans son univers. Oui, puis c'est la même chose, puis je trouve ça intéressant, puis c'est pour la raison pour laquelle je voulais qu'on se parle, parce que il y a tellement des gros parallèles
avec le travail qu'on fait au niveau de l'entreprise, hein, parce que des fois, on sait qu'on veut se rendre quelque part, hein, un état idéal qu'on aimerait atteindre par rapport à nous-mêmes avant tout, ou par rapport à comment on se sent dans notre rôle d'entrepreneur ou dans notre entreprise. Mais pour arriver là, ça prend une certaine maturation pour être capable d'assumer ces décisions-là qui vont nous mener là, tu sais. Puis des fois, même si on dit « Ah, j'aimerais ça avoir une business qui me fait 1 million de dollars », c'est comme, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou c'est un état que l'idée de faire 1 million de dollars va te donner? Et cet état-là, qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir aujourd'hui? Puis comment est-ce qu'on fait pour y arriver petit à petit? Peu importe combien il va avoir dans le compte en banque, tu sais, parce que ça reste un état interne avant tout. Mais oui, ça peut arriver aussi avec un client qui peut dire qu'il faut absolument qu'elle ait tel modèle de voiture. Il faut qu'elle achète telle marque, par exemple, qu'elle dise, OK, il faut que j'achète Chanel. Ou bien, comme j'aime donner cet exemple aussi d'une avocate une fois qui me disait qu'elle a besoin d'avoir les Rolex, les montres. Oui, mais c'est comme, je dis, mais pourquoi l'avoir? Par contre, je ne vais jamais porter jugement sur le désir d'avoir un morceau de marque, mais c'est le pourquoi. Donc, c'est ainsi qu'on va voir les vraies motivations. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de la confirmation de son entourage? Est-ce que la personne est vraiment capable de les acheter? Parce qu'on ne sait pas ce que font les gens pour ça. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que ça correspond à sa réalité vraiment? Parce que des fois, les personnes peuvent se perdre dans ce que les gens font ou bien, même des fois, il y a des compétitions dans les familles, une sœur ou une cousine, une belle-sœur. Des fois, les gens ne disent pas, mais après, on s'en rend compte et elles finissent par faire le point. C'est pourquoi il y a cette fluctuation où la personne va passer par les étapes de comprendre, d'accepter la réalité pour apprendre comment vivre avec et pour ensuite l'assumer. J'adore. Puis, parle-nous un peu de comment toi, tu travailles. Tu sais, dans le fond, c'est quoi les aspects que tu travailles avec tes clientes? Tu sais, comment ça passerait un processus pour arriver là? Puis, quel genre de... tu sais, justement, quel genre de problème de style on apporte devant toi? Est-ce qu'on appellerait ça problème de style? Problème d'image qu'on t'apporte? Puis que là, t'es comme, OK, genre, voici notre plan de match. Bon, voici. Souvent, le client qui va me rechercher, même si c'est une entreprise, ça vient par un déclic. Ça vient par une situation qui va faire la prise de conscience. C'est-à-dire, même si on me réfère à un client, Tatiana, si cette prise de conscience n'a pas été faite, le client ne prendra pas mes services. Et cette prise de conscience, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que c'est? Cette prise de conscience, ça en vient par un déclencheur. Le déclencheur peut être la maternité. Souvent, ce sont des déclencheurs qui font de grands changements dans l'univers sûr du client. C'est quand la sécurité du client est ébranlée, c'est là qu'il va penser à moi. OK. Donc, qu'est-ce qui peut ébranler la sécurité de quelqu'un dans son univers où tout était contrôlé? La maternité va venir changer le corps, les hormones et tout. Et puis, la présence de l'enfant aussi. La personne, brusquement, elle sent un regard sur comment se comporte avec l'enfant. Où est-ce que l'enfant... Ça dépend de du milieu, donc la maternité. Il y a aussi le deuil. C'est pas quelque chose qu'on dit souvent, mais le deuil est une des raisons pour lesquelles la personne dit, OK, son univers a changé, je m'occupais de maman tout le temps, maintenant maman n'est plus, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je n'ai plus une raison de rester tout le temps à la maison ou bien de rester dans telle ville, maintenant, je dois aller dans telle autre. Donc, ça vient changer le panorama. Il y a aussi les divorces, c'est un autre encore, pas nécessairement des plus nice, là, mais ou bien peut-être ça peut être nice si ça vient aider la personne qui sort de la relation. Donc, dans ce cas, l'univers change. Donc, autre chose, c'est quand aussi dans les entrepreneurs, il y en a qui changent d'activité. Ils peuvent dire qu'ils étaient dans la business de vin et puis ils décident maintenant d'avoir une business d'assurance. Aucun rapport. Donc, disons, il y a un rapport peut-être économique, mais c'est pas la même clientèle. Donc, il y a un changement. Ou bien des personnes qui disent, OK, j'étais salarié, maintenant je veux devenir entrepreneur. Ou bien, j'ai démarré ma business, j'avais juste quelques clients, j'avais une petite équipe nous étions 3. Nous voici 10 et il faut faire la prospection ici dans mon pays ou bien dans d'autres villes ou bien même voyager.
Ou bien faire du réseautage, moi j'en faisais pas, j'étais de bouche à oreille, mais maintenant j'ai un site web, je vais à la radio, à la télé. Donc la personne, brusquement, c'est son univers qui a quelque chose qui a bougé. C'est là que la personne fait la prise de conscience. Et se dit... Comment je l'entends, c'est il y a un changement d'identité, hein. Soudainement, on était mariés, là, on l'est plus. Soudainement, on était non-mère, on devient mère. Tu sais, genre, je pense qu'il y a des gros chamboulements au niveau de comment on se perçoit dans le monde par rapport aux autres, les relations qu'on a, le statut qu'on prend. Fait que, tu sais, là, soudainement, l'image ne reflète plus comment on se sent à l'intérieur. Et puis aussi, pourquoi la personne arrive à cette prise de conscience? C'est parce que des fois, les personnes ont vécu comme des machines. Ils n'ont pas questionné pourquoi je mets ces lunettes-là, pourquoi cette garde-robe-là a ces morceaux à l'intérieur. Ils ont acheté, disons, pour ne pas être nu, on le sait, pour se réchauffer, nous le savons, mais il n'y avait pas un attachement, il n'y avait pas une relation entre qui cette personne est ou recherche, ou bien est-ce qu'elle s'est habillée pour ses pairs, ou bien elle s'est habillée parce que cette famille s'habille ainsi, ou bien ce milieu est ainsi, ou bien les courtiers immobiliers s'habillent ainsi. Donc, mais est-ce que moi, qu'est-ce que je dis, c'est que dans ma prise de conscience, est-ce que ce que je pense de moi correspond à ce que je fais? Et puis c'est là qu'ils disent, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'être outillé, j'ai besoin de savoir. Ou bien ils disent que je disais que j'avais pas assez d'argent, maintenant j'en fais plus. Et qu'est-ce que je fais avec? Puis est-ce que les gens, ils font le lien que ça va passer par les vêtements? Genre, comment est-ce qu'ils en arrivent à « il faut que je réfléchisse à mon image ». Parce que j'ai l'impression que des fois, ça peut avoir l'air superficiel, non? De se dire il faut, tu sais, de prendre le temps de penser à nos vêtements, parce que j'ai l'impression qu'on se dit souvent mais je suis la même personne que j'étais avant, tu sais, c'est juste ma job qui a changé, ou c'est juste mon statut qui a changé, mais comment ils en arrivent à peut-être dépasser cette idée que c'est pas un besoin superficiel de s'arrêter sur son image? La personne va le sentir. C'est quand le miroir, c'est un élément très important. Le miroir qu'on a à la maison, quelqu'un peut ne jamais se regarder dans un miroir parce qu'elle a peur. Elle a peur de se voir, elle a peur de ne pas aimer ce qu'elle va voir. Il y a des gens qui fuient les miroirs plus qu'on ne le croit. Donc, la personne peut se dire, mais pourquoi je le fais? Il y a quelque chose dans mon apparence avec laquelle je n'arrive pas à trouver l'harmonie. Et puis, cette personne se dit, et pourquoi je ne le rechercherais pas? Ça m'aiderait à tout équilibrer. C'est là que ça devient plus superficiel. Parce qu'on s'entend, quand on parle de vêtements, d'accessoires, on est dans l'extérieur. Mais le besoin pour se dire si on a besoin d'être orienté, ça va partir de l'intérieur de soi, parce que sinon, la personne peut juste aller suivre une blogueuse. La personne peut juste aller sur Pinterest et ne pas m'appeler. L'entreprise aussi peut publier des infolettes et ne pas faire appel à mon expertise. Mais s'il veut, quelque chose qui va avec moi, la personne peut se dire, ça fait longtemps que je magasine, mais je ne me sens jamais wow pour moi. Je ne me regarde jamais pour me dire, Martine, tu es belle. Quelqu'un qui ne se... Pour soi, c'est pas pour les autres. Hein? Je parle vraiment pour soi. Il y a des gens qui me disent, Rodi, je ne me suis jamais regardée dans un miroir et me sentir satisfaite. Là, c'est pas un problème d'argent. C'est pas un problème d'appartenance. Le problème vient dans l'affirmation et dans l'acceptation de soi, d'oublier la fille de 20 ans, d'oublier quand elle était mince, d'oublier tous ces genres de choses-là, ou bien d'oublier ce qu'on faisait avant, d'oublier maman, d'oublier tout le monde, pour se dire, mais moi, je veux aimer cette personne que je suis, je veux aussi accepter mes réussites. Il y a ça aussi dans l'habillement. Il y a des gens qui peuvent faire tout, Tatiana. Ils ont beaucoup de succès pour nous qui les regardons. Mais dans leur tête, c'est comme s'ils n'avaient encore rien fait. Leur succès n'est pas connecté avec... Disons, elles ne sont pas connectées avec leur succès.
Leur succès est réel pour les autres, mais à l'intérieur, cette personne se minimise, se parle mal d'elle, dit par exemple, ah oui, t'as fait ça, mais t'aurais pu faire mieux. C'est comme cette petite voix qui vient me ronger le vrai succès des gens. Ils volent aussi leur bonheur. C'est cette petite voix, des fois je l'appelle un petit bonhomme vilain, hein, qui est tout le temps là à ronger les gens. Quand il est là, c'est ainsi que je vais les aider. J'adore. Donc, ce que tu fais à travers ton conseil en images puis le travail que tu fais avec tes clients, c'est vraiment de recalibrer l'intérieur et l'extérieur, les circonstances, puis tout ça dans le moment présent. Puis on en revient avec cette notion d'amour qui était revenue, qui venait du début. C'est le lien genre que moi je fais aujourd'hui. Mais l'amour de soi parce que on se sent bien avec qui on est, qui est un peu ce que tu sentais aussi. Ben, je sais pas, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais selon l'histoire que tu racontes, tu me diras si ça sonne juste. Mais quand ta mère avait finalement réussi à ajuster les vêtements pour dire tu es la personne que tu vois dans le... Tu sais, comme ah oui, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est à l'intérieur de toi. Et je dis aux gens de le faire, l'exercice, de se dire ça. Je m'aime comme je suis belle. C'est pas des théories de... Je sais que je suis pas une coach de vie, mais c'est pas des théories seulement à lire dans les livres, c'est réel. C'est tout le temps, je dis ça. Si quelqu'un va regarder une autre et puis tu te sens qu'on te regarde ou du surpoids, tu ressens qu'on te regarde, par exemple le bullying, comme moi j'ai eu avec mon cou qui est long, mais si toi, tu l'assumes, personne ne va venir te déranger là-dedans parce que c'est déjà assumé. I'm done. Je continue. Mais pour arriver à cela, ça prend l'acceptation et que la personne se dise, c'est ça qu'il y a, c'est avec ça que j'avance et mes succès, c'est à moi, je les mérite, je réussis ceci et puis on va avec. Parce que des fois, la personne peut se dire, moi, je mérite pas de porter, je mérite pas de porter cette robe-là. C'est pas un problème d'argent. Ouais, parce qu'on va voir mon ventre, parce que genre, on va... Ouais, les gens vont penser que je me pense plus meilleure qu'eux ou peu importe. Oui, il y a ça, les gens disent, oui, mais je veux pas que les gens croient que je suis plus qu'eux. Mais t'as pas pensé aux gens, t'as mis ça parce que ça t'allait. C'est parce que les gens, t'es pas plus qu'eux, hein, t'as rien dit ça. T'es bien toi, plus toi t'es bien, plus tu seras capable de collaborer, plus tu seras capable de plus de respect pour toi, plus de respect pour les autres. Mais si tout tu le donnes, tu ne gardes rien pour toi, à un certain moment, tu n'auras plus rien à donner parce que tu ne t'es pas nourri toi-même. Je comprends. C'est fascinant. Puis, pour toi, le travail au niveau, par exemple, des vêtements, des couleurs, puis tout ça, permet de travailler ces côtés-là un peu plus dans l'ombre? Parce que je veux dire, là, tu parles quand même de grosses choses. Hein? Apprendre à s'aimer, puis tout ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en... Ah oui, allons dans du concret. Allons dans du concret. Avec un c'est ça, pour toi, il y a comme vraiment un lien... Oui, donne-nous un exemple. Je pense que ça serait intéressant d'entendre cette transformation-là et comment les vêtements ont permis de travailler à ce niveau-là. Et j'ai donné deux exemples. Un exemple de couleur et un exemple dans le style où je travaille les découpes. Dans les couleurs, une fois, j'ai reçu en cadeau, c'est une fille qui allait se marier et puis sa bonne amie lui avait donné des sessions avec moi avant son mariage. OK, c'est bon. Je la reçois. Mais la session a tourné un petit peu bizarrement. Pourquoi? C'est parce que la cliente, elle veut être blonde et elle veut être blondie. Mais quand je dis blondie, Tatiana, c'est le bon âge blonde, le blond qui va comme si c'était blanc. Là, c'est blond, OK? C'est pas de demi-blond, pas du tout. Super blond, presque blanc. Et là, je parlais que ses rapports de couleur personnels étaient en termes moyens. Donc, les couleurs, ses yeux, la pousse de ses cheveux naturels, sa tête de peau, ça donnait du moyen. Quand ça donne du moyen, ça veut dire que cette personne-là peut être semi-blond, mais pas complètement blond. Parce que sinon, ça va être comme des cheveux posés sur la tête.
Ça, au lieu d'être bien harmonisé. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle dit qu'elle est fâchée contre sa mère. On te dit, OK, pourquoi? Et là, elle m'a dit que sa mère est claire comme elle aurait aimé être. Et si elle était aussi claire que sa mère, son contraste aurait été plus bas. Et moi, je pourrais lui dire que le blanc lui allait. Et là, tu vois d'où je pars. Je pars d'une session de couleurs. Mais je ne savais pas qu'elle avait ce conflit avec ses parents. Et il arrive que c'est son père qui est plus foncé. Et ses deux parents sont divorcés depuis qu'elle était petite. Donc, premièrement, elle n'est pas contente de n'avoir pas vécu dans une famille avec sa maman et son papa. C'est un premier choc. L'autre choc, c'est qu'elle ne pardonne pas à son père parce que je ne sais pas comment la séparation s'est faite. Ouais. Donc, elle ne pardonne pas à sa mère de tous les hommes qui existent, pourquoi sa mère avait choisi celui-ci. Ouais. Et puis, pour le comble, elle hérite des traits de cet homme. Donc, la session de couleurs, j'ai dû l'arrêter parce que ça a été tellement fort de la rendre si loin. Mais c'est parce que on parle des couleurs et c'est connecté à l'histoire de la personne. Donc, ceci dit, c'est quelqu'un qui a pris du temps pour sortir du blanc. Elle est arrivée à niveler son blanc, mais je peux dire que la prise de conscience ici pour comprendre les couleurs pour elle, ça a été un retour très loin pour qu'elle puisse y arriver. Donc, ainsi, la personne, elle va pouvoir se comprendre et va aller régler des choses peut-être qui, des fois, les empêchent de rayonner. Donc, elle doit aller régler sa relation avec le père, aller régler ça. Et puis, même si le divorce a eu lieu quand elle était petite, ceci ne veut pas dire que c'est réglé quand elle est adulte. Ça peut ne jamais être réglé si la personne ne va pas mettre de l'intention pour la régler. Donc, ça, c'est un cas où on peut voir que les couleurs bien superficielles, rien du tout, peuvent permettre un grand changement dans la vie de quelqu'un, faire la paix et guérir des blessures ou les améliorer pour que la personne puisse vraiment être dans son plein potentiel et bien se voir. Ou au moins en être consciente de façon à être intentionnelle par rapport à ça, puis de dire, voilà d'où vient ce besoin que j'ai. Donc là, donc exactement, c'est ça qui était arrivé avec elle. Et l'autre, c'était une cliente que j'avais elle voulait porter uniquement des pantalons. OK. Ça peut arriver. J'ai des clientes qui portent uniquement des pantalons, mais pas pour les mêmes raisons. Mais cette cliente, elle voulait porter des pantalons uniquement parce qu'elle pense que ses jambes ne sont pas à la hauteur pour porter des jupes, qu'elle pense que ses jambes, c'est trop fine et que ça a l'air de deux petits bâtons et tout ça. Mais par contre, elle pensait que c'est son corps qui avait un défaut. Et puis, elle voulait le cacher parce qu'elle a eu aussi du bullying pour les jambes, qu'on lui disait ça, qu'elle avait deux jambes comme deux petits bâtons. Mais par contre, les jambes qu'elle appelle petits bâtons, dans les découpes, il y a des découpes de jupes qui vont avec. Donc, elle était en train de s'abstenir de les utiliser parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait des modèles de jupes justement pour les jambes ainsi. Donc, elle a pu se libérer de ce fameux bullying qu'on lui a fait. Elle a pu comprendre qu'elle pouvait porter des jupes et être toute belle si elle le voulait, porter des robes, si elle le voulait bien et ne pas porter uniquement pantalon et jumpsuit parce qu'elle ne se sent pas bien avec ses jambes. Donc, moi, elle, quand je la vois maintenant avec de très belles jupes, je la vois porter des robes, moi, je vois que cette personne-là, elle a pu évoluer et elle a pu mettre ces histoires-là à côté qui l'empêchaient d'être, et je peux dire, de bien jouir de sa personne parce que je lui ai dit, il y a des personnes qui sont en chaise roulante, il y a des personnes qui n'ont pas de jambes, il y a des personnes avec tout type de présentation, t'es bénie, t'es entière, t'es en santé. Donc là, elle a pu bien s'épanouir comme elle est. Puis là, c'est peut-être pas l'histoire de ta cliente, mais je verrais justement, tu sais, porter tout le temps des pantalons, puis après ça, le lien avec la féminité, avec elle qui s'exprimait probablement peut-être comme femme aussi dans le milieu du travail, des choses comme ça. Fait qu'il y a des choses qui pourraient aller beaucoup, beaucoup plus loin, simplement avec cette idée de dire, j'ai jamais porté de jupe de ma vie, puis là, maintenant, je commence à porter des jupes et des robes.
Et là, je me sens différente dans mon corps, je me sens différente dans l'identité que je veux porter, tu sais, je veux présenter aux autres. Oui, OK, c'est c'est ça qui est super, oui. c'est super intéressant. Puis, parlant de ça, est-ce que, tu sais, peut-être comme dernière question que j'aurais pour toi, comment on entame une réflexion sur notre image, puis c'est quoi, selon toi, les points importants, tu sais, justement, tu sais, si tu travailles avec quelqu'un, j'imagine, bon, c'est ça, tu sais, tu nous as parlé des couleurs, de la morphologie de la personne, mais est-ce que tu as des facettes ou des choses que toi, tu dis, ben, nous, tu sais, moi, quand je travaille, j'ai ces 5 facettes-là, ou peu importe, tu sais, comme, sur quoi on commence à réfléchir quand on commence à réfléchir à notre image puis à nos vêtements? Bon, avant même de mettre mon client à dire, bon, on va travailler les couleurs, morphologie et toutes ces choses-là, d'abord, le plus important du processus, c'est de savoir où est-ce que cette personne-là se voit dans son futur. Parce que l'aspiration, comme je disais, l'ambition du début, ça doit être présent dans la personne. Et si elle n'est pas là, je l'enverrai le chercher. Parce que c'est ça qui va nous guider et dans tout ce qu'on fait. Il faut avoir un objectif, sinon on va faire les choses pour les faire et puis ça n'a pas de sens. Donc, la personne d'abord, depuis la rencontre exploratoire, elle va me dire, voici où est-ce que j'aspire. J'aimerais avoir plus de temps pour moi, j'aimerais, des fois, il y a des gens qui cherchent un compagnon, une compagne, tu sais. Il y en a qui disent, je veux faire tel, je veux avoir ces genres de sorties, ou bien je veux un poste, ou en tout cas, il faut que la personne ait quelque chose qu'elle veut atteindre et comment est-ce qu'elle se voit dans son futur. Maintenant, cet objectif-là, c'est ça qui va nous guider, qui va déterminer dans les étapes où je vais travailler sur l'extérieur. L'extérieur, c'est tout ce qui est couleur, morphologie, ce qui ne dépend pas de ce que la personne pense. Nous sommes comme nous sommes, nous n'avons pas besoin on n'a pas besoin de penser pour savoir comment sont nos épaules. C'est comme elles sont, notre présentation en couleur et forme, ça, c'est mécanique. On n'a pas besoin de penser là-dessus, c'est l'accepter, ce qui est l'étape difficile. Par la suite, c'est là que nous allons parler de l'histoire de la personne, c'est dans le style. Le style va se diviser en 2 parties. C'est là directement qu'on va se dire qu'est-ce que la personne veut, qu'est-ce que la personne elle recherche, même si on l'avait à grosso modo, mais c'est là qu'on va voir le cheminement. C'est là que je vais analyser les succès de cette personne-là. Est-ce que pour savoir si cette personne-là, c'est quelqu'un que je dois recommander, qui doit être dans des médias, si elle est trop enfermée, elle peut y avoir quelqu'un qui est super dans ce qu'elle fait, mais qui n'est pas connu, personne n'en sait. Donc, je vais des fois leur recommander, c'est dans cette étape-là que je vois bien. Par la suite, je vais aller regarder dans la garde-robe. Je vais demander pourquoi la personne a fait affaire à moi. Je vais déterminer ce qu'elle fait de bien. Ça, c'est très important. J'ai jamais connu quelqu'un qui sait rien de l'habillement. J'ai jamais eu un client comme ça. La personne sait toujours, mais peut-être n'a pas été validée professionnellement. Donc, si je vois que la personne, son fort, c'est d'acheter des chaussures, je vais chercher pourquoi elle achète bien ses chaussures et puis je vais le transposer vers les sphères où c'est pas très bien, peut-être qu'elle sait pas bien dans les vestons, je sais pas. Donc, on va prendre cette expertise et on va le mettre ailleurs parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui sait rien. Donc, ceci dit, on va aller dans la garde-robe. On va voir quelles sont les opportunités de la garde-robe. Parce que même si la personne n'a pas eu de consultant, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas eu de bonne intuition. Il y a toujours des choses dans une garde-robe qu'on garde parce que quelqu'un n'est jamais complètement dans le champ avec soi-même. Complètement, tout il faut jeter. J'ai pas vu ça non plus, Tatiana. Il y a toujours des choses à garder, soit les bijoux, soit il y avait un super beau pantalon, on va pas l'acheter à nouveau. Donc, on va les garder si ces vêtements correspondent aux objectifs de la personne. Et puis, ainsi, on est prêt pour magasiner. Donc, c'est là qu'on va magasiner. C'est en dernier. En dernier, on pourra toujours magasiner et les recommandations qui s'en suivent. Si je vois que la personne doit avoir d'autres coachs, je vais le dire après. Si je vois que je dois la référer. Par exemple, j'ai eu actuellement une demande. Elle est une avocate et elle est aussi courtier immobilier. Elle a 2 expertises. Elle veut avoir un brand pour les 2. Mais
pas nécessairement possible dans ce cas-là, parce que les deux carrières ils sont réglementées dans deux pays différents. Donc, dans ce cas, dans ce cas, après, elle doit travailler avec quelqu'un qui fait tout comme ton travail pour aller délimiter ces deux types d'activités, même si en image, ça peut se facilement se mélanger, mais en branding, probablement pas. Donc, à ce moment-là, je vais référer la personne à d'autres professionnels pour qu'on puisse arriver à atteindre l'objectif premier qu'elle avait au début. Puis tu sais, moi, je suis de l'idée qu'on a un brand qu'on décline sous plusieurs formes. Mais bon, ça, c'est une autre conversation, mais je trouve ça intéressant aussi parce que j'ai fait des exercices aussi par rapport à ma garde-robe aussi. Puis des fois, on garde des vêtements qui sont là juste pour nous... Tu sais, des vêtements aspirationnels. On se dit, quand je vais avoir perdu 20 livres, je vais pouvoir reporter ça. Mais ultimement, avoir ça dans notre garde-robe, ça nous rappelle constamment qu'on n'est pas assez... Tu sais, je veux dire, il y a comme des charges émotionnelles avec les vêtements aussi que je pense que il faut éliminer aussi pour être capable de rayonner. Puis j'ai fait cet exercice-là il n'y a pas si longtemps. Puis juste le fait d'avoir mis dans un autre garde-robe que je vois pas, toutes les robes qui me font plus, enlever toutes les vêtements que je suis comme, j'ai jamais envie de porter ça. Donc, ça va drainer ton énergie, Tatiana. C'est ça, exactement. Hein? Comment ça nous draine d'avoir ces charges-là dans notre vie. Là. Et aussi, Tatiana, je viens de faire un podcast avec une fille à propos de ce point-là. La garde-robe, quand on l'ajuste à nos besoins, à notre réalité, sans le savoir, on s'illumine. Mm-hmm. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de lumière parce que ça nous donne de la place pour des nouveautés au lieu de nous plaindre. N'oubliez pas de nous plaindre. C'est comme, au lieu de nous sentir pas assez. Quand on se sent pas assez dans la vie, on a moins d'énergie pour produire de nouvelles choses, pour créer. Donc, ces genres de morceaux-là, moi, je les enlève de la garde-robe, exactement. Oui, ou bien une fois, j'avais fait une garde-robe pour une cliente et puis elle m'avait dit qu'elle avait eu un ex-conjoint, c'est bon. Mais il y avait beaucoup de robes que c'est l'ex-conjoint qui les avait achetées ou bien qui avait dit des commentaires. Tu sais quoi? Elle les a toutes enlevées. Ouais. Parce que ces robes-là avaient quelque chose sur elles, incroyable. Ouais. Un effet, hein? Un effet sur elle. En fait, elle les a enlevées. Maintenant, petit à petit, on a refait la garde-robe avec de nouvelles acquisitions. Si tu vois cette cliente-là maintenant, Tatiana, oh my God! Parce que tu peux arriver à être tout le temps on point dans ta vie, mais il faut que la garde-robe soit on point elle-même selon toi. Ouais, puis ça revient au point qu'on disait sur évoluer, tu sais, changer d'identité, parce que quand on change d'identité, il faut c'est comme les animaux qui se défont de leur peau, leur ancienne peau, hein, on remet comme la nouvelle peau, puis on se transforme en quelque chose d'autre. Puis là, ça donne que c'est nos vêtements, mais c'est les couleurs qu'on porte, c'est ce qu'on ose montrer ou parallèlement, il y en a qui font juste mettre des couches pour se cacher encore plus. Puis là, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ces couches-là extérieures qui, ultimement, sont connectées avec notre intérieur. Exactement, parce que des fois, l'autre aspect encore, je sais que là, on est à la fin, l'autre aspect de l'image et l'impact que ça a avec la garde-robe, c'est que c'est pas juste pour nous. C'est un bien que nous faisons, mais aussi c'est un bien pour notre entourage. Et pour notre entourage direct, je dis dès la maison, ceux qui vivent en famille ou bien entre amis. C'est quelque chose qui va émaner de nous, qui va aussi aller vers les autres. D'où l'empathie. C'est parce que quand on est bien, ça va se refléter sur l'équipe. Ça va disons, on est moins grincheux quand même quand on se sent bien. Donc, ça va aller se refléter. Peut-être que quelqu'un vient et dit quelque chose qu'on n'est pas d'accord. Et puis, on peut lui dire, bon, on verra ça plus tard, comme on est plus ouverte à ce qui est positif. Parce que on est dans un mindset qui est déjà lumineux. Donc, on tient à aller plus vers le bien, vers la bienveillance. Parce que nous, on n'est pas dans un état, on n'est pas en dessous là, de notre cône d'émotion. On a une charge de moins.
on s'enlève une charge des épaules, puis là, on est capable d'accueillir plus de ce qui vient de l'extérieur parce que justement, on est moins soit en train de cacher quelque chose de notre corps ou en train genre en arrière, des trucs qu'on a à l'intérieur. Ou bien une robe qu'à chaque fois qu'on marche 4 pas, on doit descendre. Tu sais, là... Oui. Non, c'est vrai. Puis tu sais, pour moi, en tout cas, là, on pourrait en penser, on rentre dans une autre conversation, mais c'est ça aussi, accepter, comme par exemple, après la maternité, ton corps a changé, mais ça veut pas dire que tu peux pas bien ou te sentir bien dans ton nouveau corps, peu importe comment il s'est transformé avec cette maternité-là. Puis, ben c'est comme tu dis, il y a ce travail-là d'acceptation éventuellement, mais les vêtements peuvent t'aider parce que quand tu te regardes dans le miroir, puis ce que tu vois, ça te plaît, ben là, tu peux faire 1 + 1. Si ce que je vois dans le miroir me plaît, ça veut dire que je me plais à quelque part. Exactement. Et là, on bâtit sur ça. Exactement. Et la personne, pour bien terminer avec une note positive, si la personne, après la maternité, peut-être il y en a qui sont en surpoids, il y en a aussi qui sont en dessous de leur poids. Et je travaille avec les 2 situations. Cette personne-là, en acceptant le moment, gagne plus de force pour l'améliorer. C'est pas qu'on va dire qu'on est bien comme ça et puis on fait rien. On est bien là, mais on gagne de l'énergie pour l'améliorer, la situation, pour la rendre comme on souhaiterait, mais en partant de quelque chose de bien. Parce que quand on n'est pas content, ça ne va pas bien, changer la situation est plus difficile. Oui. Ouais. Puis là, on rentre dans quelque chose d'autre qui est comme, est-ce qu'on devrait accepter notre corps, peu importe sa forme ou des choses comme ça? Mais là, ça, c'est une autre conversation. Oui, là, on va entrer dans un moment donné. Et tout. Merci beaucoup, Rodi. Dis-nous où on peut... T'es quelqu'un de très prolifique. Tu es toujours partout, j'ai l'impression, toujours en train de faire quelque chose de... T'es toujours dans des galas, genre ce soir tu t'envoies un gala, c'est ça que tu me disais, t'es très active aussi sur les réseaux, tu donnes des entrevues dans 3 langues. Fait que où on te suit si on veut en connaître plus sur ce que tu fais, puis d'avoir tes conseils, etc. Bon, voici, si on est francophone, je recommande LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, je parle plus français qu'espagnol. Et c'est toujours Rodi Lamour. Et sur Instagram, je parle plus espagnol que français. Et je peux dire que sur Facebook, c'est mélangé. Donc, si on veut toujours changer le bouton de langue, donc là, je vous attends là aussi. Et le site web d'Tatiana, c'est toujours rodilamour.com. Donc, il y a l'infolettre, il y a pas mal de bonnes choses qui vous attendent, ainsi que ma boutique. Donc, j'espère vous voir, hein. Ouais, merci Rodi, c'était vraiment un plaisir de t'avoir puis de discuter de ton expertise. C'est vraiment fascinant comment tu travailles avec le style, les vêtements, l'image et le lien que ça a justement avec notre intérieur. Je pense que c'est une belle prise de conscience parce que c'est pas vrai que il y a cette scission ou cette division entre qui on est à l'intérieur puis qui on est à l'extérieur. Puis ultimement, l'harmonie, je pense que c'est ça le terme que je vais me rappeler de cette conversation, c'est aller chercher l'harmonie, la cohérence à travers les 2 aspects. Alors, Rodi, j'espère qu'on va se reparler bientôt. Puis, merci d'être venue sur le podcast. Merci à toi, Tatiana. Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs.
en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité ». Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aimetamarque.com/moneybrand. Je répète, aimetamarque.com/moneybrand.